Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour votre Journal des Alpes. Tout de suite, voici les titres. Mobilisation sur le campus de Grenoble, Saint-Martin-d'Air. Une centaine de réfugiés doit arriver dans une semaine. Ils seront hébergés dans une résidence universitaire. Sur place, on s'apprête à les accueillir à bras ouverts, ce qui n'est pas le cas partout. Il est reparti pour un Tour de France de campagne. Nicolas Sarkozy était aujourd'hui en Haute-Savoie. Visite dans un lieu qu'il affectionne particulièrement, une usine de décolletage avec des élus locaux. Enfin, ils ont leur billet d'avion pour la Chine. Des moniteurs de ski font leur valise pour enseigner au Club Med de Yabuli, la plus grande station de ski chinoise. Rencontre dans ce journal avec un jeune moniteur de Valmorel qui fait sa saison en Chine depuis maintenant 3 ans. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Carole Gessler, police, des mesures d'urgence, des dispositifs anti-caillassage et des uniformes anti-feu. C'est la réponse du gouvernement face à la colère des policiers. Service minimum et rassemblement devant les commissariats en solidarité des agents attaqués ce week-end dans l'Essonne. Et puis, inquiétude sur l'emploi chez Airbus Hélicoptère à Marignane. La Pologne abandonne son projet de commande de 50 appareils. C'est un coup dur dans un contexte économique déjà difficile. Un peu surpris donc par la nouvelle, mais prêt à y faire face devant la détresse des migrants. Les responsables du campus universitaire de Grenoble-Saint-Martin-d'Air se mobilisent depuis qu'ils ont appris l'arrivée prochaine d'une centaine de migrants en provenance de Calais et ils comptent bien les accueillir dignement. Anne Ediard et Anne Poyard. C'est dans cette tour, située au cœur du campus de Saint-Martin-d'Air, que les migrants vont être accueillis la semaine prochaine. Les derniers étudiants et jeunes travailleurs qui vivaient encore ont été priés de déménager. J'étais parmi les premières personnes à déménager. Parce que, de toute façon, apparemment, ça va fermer. Tous les 2 bâtiments vont fermer, donc bon, c'est un peu près à l'avance. Car ces 2 tours doivent être rasées prochainement. En attendant, le préfet a décidé de transformer l'une d'elles en centre d'accueil et d'orientation pour une centaine de migrants. Et la direction du campus n'a rien trouvé à redire, bien au contraire. On pense que c'est la solidarité minimum qu'on doit à des gens qui sont en situation difficile et qui sont des demandeurs d'asile pour lesquels il faut trouver des solutions d'urgence d'une certaine façon. Donc la solidarité de la communauté universitaire ne pose pas vraiment de questions, elle est assez naturelle. Sur le campus, on s'apprête donc à accueillir les migrants de Calais les bras ouverts, sans vraiment savoir pour l'instant à quoi s'attendre. Érythréens, Syriens ou Afghans, la seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'il s'agira de personnes isolées et qu'il y aura probablement une grande majorité d'hommes. Mais finalement, peu importe, de nombreux étudiants sont déjà prêts à les accueillir. J'ai déjà reçu quelques mails en disant est-ce qu'on pourrait mettre des ateliers en place, etc. Ça a été le cas à Sciences Po Paris, où il y a des ateliers qui ont été mis en place pour permettre aux migrants d'apprendre le français. Et donc si c'est la même chose ici, ce serait vraiment génial. La bonne volonté des étudiants risque de se heurter à un problème de temps. Les migrants accueillis sur le campus ne devraient pas y rester plus de 3 mois, le temps de déposer leur demande d'asile. Ils seront ensuite orientés vers des centres d'accueil ou d'hébergement, pas forcément situés dans la région. Marcher le nez sur son smartphone, un casque sur les oreilles, un comportement dangereux mais de plus en plus courant qui peut être mortel à l'approche d'un train. C'est ce qu'est venu rappeler la SNCF ce matin dans 9 gares de la région. Reportage à Brignoud en Isère avec Marion Feutry et Dominique Semet. Ici, respecter les indications et puis bien vérifier qu'il n'y a pas un train qui arrive, etc. Voilà, bonne journée. Opération de sensibilisation pour tous les usagers ce matin. En gare de Brignoud, pas de passage souterrain ni de passerelle, mais un passage aménagé pour traverser les voies, emprunté avec plus ou moins de vigilance. Moi je regarde tout le temps et puis il y a souvent quelqu'un aussi qui est là en fin de journée ou sur la journée dans les petites gares, maintenant il y a toujours quelqu'un. J'ai pris souvent le train quand je travaillais ici et j'ai vu des gens des fois qui traversaient de façon limite. En fait ils ne s'arrêtaient pas. Une fois, j'ai commencé à traverser. Même avec la lumière, j'ai pas fait gaffe et j'ai failli mourir. Franchement. Alors à ces usagers trop distraits, trop pressés, la SNCF rappelle que les trains circulent jusqu'à 140 km/h et mettent 800 mètres à s'arrêter. D'où l'importance de respecter certaines règles de sécurité.
On traverse au niveau du passage aménagé, on s'arrête avant de traverser, on ne traverse pas si le feu est rouge et un message important de vigilance. Lorsqu'on le traverse, on est en état de vigilance, on n'a pas d'écouteurs sur les oreilles, on n'est pas en train de se servir de son smartphone, on est pleinement attentif à ce qui se produit. Depuis l'an 2000, on déplore 9 accidents mortels sur des passages aménagés dans la région. Des passages voués à disparaître. Ici, en gare de Brignoux, une passerelle doit être installée au printemps prochain. Fait divers avec l'arrestation hier soir d'une mère de famille originaire de Villefontaine en Isère, à l'aéroport de Roissy. Elle a été interpellée à sa descente d'avion à son retour de Syrie. En août 2014, elle avait quitté le territoire français avec son compagnon et 4 enfants. Les explications de Xavier Schmitt. C'est en août 2014 que la mère de famille radicalisée avait quitté son domicile de Villefontaine. Jeanne Makhzoumi était partie en Syrie avec son compagnon, converti à l'islam. Le couple avait gagné les terres du djihad via la Suisse avec leur bébé, qui avait alors 6 semaines, et 3 enfants âgés de 5 à 7 ans, nés de leur union précédente. Cette femme trentenaire est arrivée lundi soir à l'aéroport de Roissy en provenance d'Istanbul, expulsée par les autorités turques. Elle était accompagnée de 3 enfants seulement. La fille de son compagnon n'était pas à bord. Concernant cet homme, son décès supposé en 2015 n'a jamais été confirmé, selon une source proche de l'enquête. En août dernier, le parquet antiterroriste a été avisé que sa compagne cherchait à quitter la zone irako-syrienne. Des mandats d'arrêt internationaux avaient été émis pour soustraction d'enfants avant l'ouverture d'une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ils ont tenu à exprimer leur soutien à leurs collègues de la banlieue parisienne. Les policiers grenoblois se sont rassemblés devant l'hôtel de police ce midi pour dire leur indignation après l'attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, au sud de Paris. Un jeune auxiliaire de police, je vous le rappelle, est toujours entre la vie et la mort et des organisations syndicales appellent à faire une grève du zèle. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Valérie Mourier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la représentante du syndicat Alliance Police Nationale en Isère. Vous appelez donc à une grève du zèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors écoutez, on appelle tous les policiers de France, c'est un appel national, à faire le service minimum, c'est-à-dire de répondre seulement aux appels 17, donc de répondre à tout ce qui est police-secours. Quels effets est-ce que vous attendez de cette grève du zèle ? Écoutez, ça fait à chaque fois, malheureusement, on est obligé de prendre de telles mesures, puisque le gouvernement ne réagit pas face à toutes ces attaques contre les policiers. Elle est simple, cette mesure, c'est tout ce qui est verbalisation et qui permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Du coup, on demande aux collègues de ne plus verbaliser et de permettre cette grève du zèle pour un peu donc vous espérez toucher l'État au portefeuille, voilà, pour le faire réagir. Vous demandez quoi ? Des renforts, du matériel ? Alors ça, grâce à l'état d'urgence, on en a eu. On a eu du renfort sur Grenoble, on a eu effectivement du matériel, voilà, une quarantaine de policiers. Donc c'est surtout les unités comme la BAC, la BST et la CDI qui ont été renforcées. Malheureusement, tout ce qui est police-secours, donc les premiers intervenants sur les interventions, et d'ailleurs les collègues qui étaient à Paris faisaient partie de la police-secours, eux n'ont pas été renforcés. Donc on demande encore du matériel, encore des effectifs, bien évidemment. Et vous demandez aussi un élargissement de la légitime défense, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout à fait. Cette loi, elle date, je crois, du 19e siècle, si je crois. Mais oui, ce qui oblige un policier à ne riposter qu'après qu'un agresseur ait fait usage de son arme. Voilà. En fait, il faut être sûr que la personne qu'on a en face de nous veuille déjà nous tuer ou tuer une autre personne et que l'arme qu'elle a en sa possession est en fait équivalente à la nôtre. Donc déjà, ça fait beaucoup de questions à se poser en instant T où on doit être rapide puisqu'il faut que l'attaque elle soit proportionnée et simultanée. Donc, alors qu'est-ce que vous demandez en 2 secondes? Donc voilà, en 2 secondes. Donc du coup, nous ce qu'on demande, c'est que cette loi déjà, elle soit équilibrée avec celle des gendarmes qui ont le droit à la sommation, c'est-à-dire que dès que la personne est armée ou même si elle ne nous vise pas, qu'on puisse lui dire à 2 reprises pose ton arme. Si elle n'obéit pas, qu'on puisse tirer et l'empêcher de nuire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie Mourier pour vos explications sur ce plateau. Merci. Et d'ailleurs, en lien avec cette affaire de Viry-Châtillon, c'est à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 2 hommes ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Chambéry à 2 ans de prison pour avoir agressé un policier
à Aix-les-Bains. C'était en 2013. Les faits s'étaient produits dans le quartier Roosevelt. 3 mineurs au moment des faits seront bientôt jugés par un tribunal pour enfants. Je vous le disais dans les titres, l'ancien président Nicolas Sarkozy est en Haute-Savoie aujourd'hui dans le cadre de la primaire de la droite pour l'élection présidentielle. Visite d'une entreprise de décolletage et rencontre avec des élus acquis à sa cause. Au programme, le reportage de Maxence Regnault et Florine Hébert. Ce n'était presque qu'une visite de courtoisie. En Haute-Savoie, Nicolas Sarkozy est chez lui dans un département acquis à sa cause. C'est donc naturellement qu'il a fait le déplacement dans une entreprise de décolletage dans la vallée de l'Arve, à Sionzier. Mal en point dans les sondages, c'est pour le candidat à la primaire de la droite et du centre, un véritable bain de jouvence. Ça fait 1 an et demi. Je pense que c'est des démarches qui sont à faire pour des personnes qui veulent se représenter pour la France. Voilà. Ça fait très bizarre. La première personnalité que je rencontre, ouais. C'est impressionnant. Un bain de foule, mais également un repas avec les élus au Savoyard, une séance de dédicaces et une table ronde avec les entrepreneurs locaux. En une après-midi, Nicolas Sarkozy a rempli sa mission de candidat, sans échapper forcément aux journalistes. Mais c'est une campagne pour la France, c'est une campagne pour être président de la République. C'est pas une campagne pour être secrétaire d'État au budget. Dans un mois, les résultats de la primaire seront connus et le président Sarkozy espère encore bénéficier du soutien de la Haute-Savoie. Ce déplacement est symbolique, mais il est néanmoins important. Il était très attendu. Il y a beaucoup de militants, de sympathisants qui souhaitaient le voir, qui attendaient de connaître ses propositions. Il fait des propositions très fortes, mais je crois que c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui pour redresser notre pays. Il a beaucoup de fidélité pour la Haute-Savoie, il en partage les valeurs et je dirais qu'il est presque au Savoyard. Venir ici, c'est aussi pour lui reprendre des forces, reprendre des ressources et retrouver les gens qu'il aime. Et ça va lui donner beaucoup de force. Aux élections présidentielles de 2007 et 2012, la Haute-Savoie avait voté à plus de 60% pour Nicolas Sarkozy. Un score que le candidat espère à nouveau réaliser en 2017. Mais pour cela, il faudra déjà passer l'épreuve de la primaire. Les températures deviennent hivernales et certains commencent peut-être à avoir des fourmis dans les jambes, impatients de skier. Et des moniteurs de l'ESF s'apprêtent, eux, à passer une saison d'hiver un peu particulière. Ils vont poser leurs spatules en Chine. Bernard Portugal et Frédéric Pasquette ont suivi les préparatifs de départ d'un jeune Savoyard, Rémi de Valmorel. Il contemple les montagnes savoyardes, mais dans un peu plus de 3 semaines, Rémi aura devant les yeux un tout autre paysage. Ce moniteur de ski globe-trotter va passer tout l'hiver à 15 000 km de chez lui, au fin fond de la Chine, à Yabouli, une station perdue en pleine montagne. C'est vraiment quelques collines avec 5 pistes dans la forêt et puis ça s'arrête là. Et l'aventure a débuté en 2014. Moniteur à Valmorel en Tarentaise, Rémi n'hésite pas une seconde lorsque l'ESF lui propose d'aller dispenser son savoir à quelques encablures de la glaciale Sibérie. Dès son arrivée, le choc est total. Ici, on est habitué à des moins 15 maximum. Là-bas, c'est du moins 35 médian, donc ça change la donne. Après, en termes de paysage aussi, ce que nous, on est habitué dans les Alpes à avoir des grandes montagnes, des grandes falaises, là-bas, c'est des petites moyennes collines, donc en termes de paysage, ça change. Mais très vite, Rémi va trouver ses marques auprès d'une clientèle qui souvent découvre le ski, mais qui adore cette discipline. Ils ne connaissent pas la glisse et ils tombent, forcément, comme tous les débutants. Et ils sont là, ils sont tout le temps morts de rire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressort. Et nous, c'est toujours un plaisir de leur enseigner parce qu'ils sont à l'écoute et ils sont très heureux d'être là. Aujourd'hui, Rémi s'apprête à vivre une 3e saison en Chine en compagnie d'une quinzaine de moniteurs des pays de Savoie qui, comme lui, porteront fièrement les couleurs de l'école du ski français. Ils auraient pu prendre des Autrichiens, des Suisses, des Italiens. Ils nous ont voulu nous, donc on leur rend comme on peut maintenant. On leur rend bien apparemment parce que ça fonctionne bien. Et ouais, c'est un honneur d'être là-bas et de représenter l'ESF et la France aussi loin. Au total, Rémi va passer 5 mois dans la station de Yabouli et il aura beaucoup de travail, mais il a tout de même prévu de se rendre à nouveau sur la Grande Muraille de Chine. Second volet maintenant de notre série de la semaine consacrée à l'économie du tourisme en été. Après l'importance de l'événementiel hier, regard ce soir entre Léman et Mont-Blanc sur les activités proposées aux visiteurs avec, au premier plan, le vélo. Denis Duguet et Jean-Pierre Rivet. Ces cyclistes ne sont pas des touristes ordinaires, mais des journalistes anglo-saxons venus découvrir un nouveau produit,
le Morzine Mountain Cycling. Parcours référencé et cartographié, balisage de col, épreuves cyclosportives, stages de découverte, la station des Portes du Soleil entend proposer une offre complète pour l'accueil des cyclistes et elle se donne les moyens de le faire savoir. On les a rencontrés au mois de mai puisqu'on a fait une opération de promotion et de présentation de notre produit. Et donc ils sont là pour découvrir le produit, l'hébergement, la destination, les magasins, l'offre de location vélo. Et derrière, c'est la parution d'articles qui vont être orientés autour de cette offre. Et bien entendu, voilà, des touristes dans le futur. Avec un choix de 25 cols à moins de 50 km et une renommée internationale grâce à l'accueil de 22 étapes du Tour de France, la station village aime à se positionner comme le paradis des cyclistes. Un paradis qui fait aussi le bonheur des commerçants. Il y a 15 ans, à Morzine, il y avait 3 magasins de vélos. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine. Donc ça crée des emplois. Ça fidélise en tous les cas, ça permet à nos commerces sportifs de pouvoir garder une partie de notre personnel d'hiver, puisqu'on a une activité vélo qui augmente chaque année. Depuis 5 ans, la station DG accueille le légendaire festival VTT Freeride Crankworx et les remontées mécaniques redoublent d'efforts pour offrir le meilleur service possible aux jeunes passionnés. Les jeunes, c'est le vrai défi de nos stations et particulièrement l'été parce qu'on est en concurrence avec leurs loisirs habituels qui sont les jeux vidéo. Les jeunes sortent de moins en moins, ils sont plus sur leur portable et sur leur smartphone. Du coup, c'est à eux qu'on doit parler et c'est pour ça qu'on fait des choses un peu plus connectées avec les portables pour toucher aussi cette clientèle. Pas de poussière! Sur les 10 dernières années, on était à plus 10% de progression par an. Là, ça s'est un peu calmé. Là, on est autour de 2-3%. Et après, la clientèle est assez volatile. Ils bougent beaucoup, ils vont d'une station à l'autre. Mais pour séduire et surtout fidéliser le touriste, il faut aller encore plus loin. Lui simplifier la vie et offrir des activités à un prix particulièrement attractif. Dès 2009, un slogan apparaît. Les Portes du Soleil réinventent la montagne l'été. La nouveauté, c'est le multipass, un forfait unique, sorte de sésame, qui pour un coût modeste ouvre aux visiteurs les portes de toutes les activités dans l'ensemble des 12 stations-villages franco-suisses que compte ce domaine. En fait, avec une seule carte magnétique, la même que celle qu'on utilise l'hiver, on accède à 50 activités qui sont en accès gratuit à partir du moment qu'on a acheté le multipass. Et la carte est en vente à 2 € par jour si on séjourne dans les Portes du Soleil. C'est pas gratuit, mais c'est vraiment hyper accessible pour tout le monde, pour les familles. Et on donne accès après à l'ensemble du domaine. Donc on peut utiliser les remontées mécaniques en tant que piéton. On a accès aux piscines, aux patinoires, au mini-golf, au musée. On fait la promotion aussi de l'activité culturelle. Voilà, donc on ouvre le domaine à tous les vacanciers pour l'été, vraiment presque gratuitement. Aux activités et à l'événementiel s'ajoute depuis quelques années un troisième facteur déterminant pour l'économie du tourisme d'été, le retour à la nature. Tourisme d'aventure ou tourisme de randonnée, à pied, à vélo ou à cheval, peu importe. L'essentiel, c'est de couper avec la ville afin de se ressourcer. Et l'on reste en montagne. À Saint-Martin-d'Uriage, de drôles d'oiseaux ont pris leur quartier. Des émeus d'Australie, des volatiles d'environ 1,50 m et cousins des autruches. Et ils se sont facilement adaptés au climat alpin. Aurore Trespeux et Marie Michelier ont rencontré la propriétaire de cet élevage très particulier. Vous pouvez les appeler. Lulu, coucou ma Lulu. Tu viens chercher ta friandise? Tu viens? Non, ce matin, Lulu ne veut pas de sa friandise. Très indépendant, l'émeu n'est pas un oiseau facile à domestiquer, en particulier si c'est une femelle. À la puberté, donc elle choisit son mâle et normalement elle le garde, elle peut le garder à vie, toute sa vie de reproductrice. C'est elle qui décide du moment de l'accouplement. Évidemment, elle fait l'œuf, mais après c'est le mâle qui le protège, c'est le mâle qui le couvre et c'est le mâle qui éduque les petits. La femelle, elle fait juste la belle. Dans son élevage, Nicole Ozen élève une trentaine d'émeux.
Ses cousins des autruches originaires d'Australie s'adaptent facilement aux changements de température ici à Uriage. Mais dès novembre, lorsque la période de reproduction commence, les couples restent tout de même à l'abri jusqu'au mois de mars. C'est en 2005 que cette ancienne assistante administrative a eu un coup de cœur pour cet oiseau pendant la visite d'un élevage au Canada. Il est très très curieux, mais très facilement paniqué. Il est très attirant, mais très indépendant. Il est fascinant, mais sans avoir rien de particulier. Et quand on les regarde de loin, on a l'impression que leur plume est huileuse, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une plume très très douce. Une plume très douce, dont Nicole fait des bouquets qu'elle vend dans sa boutique, aux côtés de la graisse d'émeu qu'elle transforme en huile corporelle, mais aussi de la viande du volatile, très particulière. L'émeu est un oiseau qui ne vole pas, il n'y a pas de muscles sur la carcasse. Donc on ne mange que les 2 cuisses. Et les 2 cuisses, ça fait entre 13 et 14 kilos de viande. Chaque année, Nicole abat 4 à 5 émeus, essentiellement au moment des fêtes. Si elle arrive à atteindre son objectif d'élevage de 70 bêtes d'ici 5 ans, elle pourra augmenter sa production de viande. Et l'on part maintenant pour le sud de l'Ardèche avec notre sujet grande région. Là-bas, la récolte des premières châtaignes a débuté avec 15 jours de retard. Loïc Blache et Nicolas Ferraud. La précoce des Vences porte bien son nom. Chaque année, elle est la première à tomber de sa branche. Les ramassages de châtaignes débutent tout juste dans le sud Ardèche, mais déjà, les castanéiculteurs s'attendent à une saison mitigée. La récolte s'annonce moyenne puisqu'on sait qu'on a une perte de 30 à 40% qui est due au Cynips. Donc on va arriver à 3000 à 500 tonnes sur le département au lieu des 5000 tonnes qu'on produit habituellement. Le Cynips, c'est cette micro-guêpe qui ravage les châtaigniers. Alors depuis le printemps 2015, le Thorimus, cet insecte prédateur du Cynips, est lâché en nombre dans tout le département. Et les premiers résultats se font sentir. Cet autre castanéiculteur prévoit de ramasser une dizaine de tonnes de châtaignes cette année, contre 5 l'an passé. Nous ici, on sort un petit peu du Cynips. La situation va un petit peu mieux. Donc la récolte est un petit peu plus grande. Je pense que l'année prochaine, on pourra dire on aura une bonne récolte. Voilà. La récolte 2016 ne représentera pour lui que 50% de ce qu'il pourrait ramasser. La faute à certaines conditions climatiques et certains insectes, mais pas que. Il faut dire que des animaux prennent aussi un malin plaisir à vouloir goûter les châtaignes avant tout le monde. Toutes ces choses qu'on voit, ce sont des pots de châtaignes qui ont été épluchés par les sangliers. Parce que les sangliers, malgré les apparences, ont un aspect assez gourmet, c'est-à-dire qu'ils gobent la châtaigne entière, ils mastiquent 2 minutes et ils recrachent la peau. Preuve que le fruit est bon, même si les castanéiculteurs se passeraient bien de ces dégustations quelque peu clandestines. Et on les comprend. À Bourgoin-Jallieu, portrait d'un supporter de la première heure du CSBJ. Depuis plus d'un demi-siècle, Paul Chauvin foule la pelouse de Pierre Rajon et à force d'entendre les expressions, le langage du rugby au bord des stades, il a décidé d'en faire un livre illustré, Le mystérieux langage d'Ovalie. Rencontre avec Jérôme Ducrot et Dominique Bourget. Là, il y a la cocotte. La cocotte, pourquoi la cocotte, ça n'en sait rien. La pizza. La générale, le plaquage cathédral, la cuillère, la cravate, des expressions qui sont utilisées au quotidien sur les terrains de rugby par les joueurs, les entraîneurs, les commentateurs. Pendant des années, Paul Chauvin a cherché pourquoi on utilise ce langage. Ce supporter du CSBJ a trouvé l'origine de ces mots pour en faire un livre illustré à la portée de tous. Pourquoi le plaquage cathédral, pourquoi la cocotte, pourquoi le cadrage débordement. Et puis je me suis dit, c'est leur origine justement, je voulais savoir où elles avaient vu le jour. Vous connaissez la différence entre une cravate, une cuillère et une fourchette? Démonstration. Non, les cravates, c'est pas pour le rugby, c'est pour les cérémonies. Top. Vous avez vu les vestiaires où c'est là? 80 pages d'expressions ovales et de définitions utilisées depuis près de 2 siècles. C'est vrai que le rugby, on dit souvent que c'est complexe, il y a des règles complexes et des expressions à tous les niveaux. Et c'est vrai que pour des amateurs de rugby ou pour des novices, de savoir de quoi on parle et avec des petites illustrations,
c'est marrant, c'est intéressant. Le langage mystérieux d'Ovalie a été préfacé par Julien Bonner, ancien international. Paul a été assisté par son petit-fils, Aurélien. Pendant 4 mois, quoi, on a vécu, mangé, dormi, le langage mystérieux d'Ovalie, quoi. Donc, mon épouse, Christiane, pour ne pas la citer, elle me disait parfois qu'il serait peut-être temps d'aller semer les haricots, planter les tomates, quoi. C'était à peu près l'époque. Alors attention à la 3e mi-temps et au rugby champagne, sinon vous risquez de vous prendre une valise. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle ce qui a fait la une de ce journal. Les préparatifs sur le campus de Grenoble-Saint-Martin-d'Air dans l'agglomération pour accueillir une centaine de jeunes migrants d'ici une dizaine de jours. Des réfugiés qui doivent arriver de Calais avec le démantèlement de la jungle. Et sur le campus, tout est mis en œuvre pour les accueillir au mieux et faciliter leur intégration. Ils doivent rester à peu près 3 à 4 mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, votre météo, suivi de votre journal national avec Carole Gessler. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, 19h.